Pour cette dernière heure d'intervention, nous avons dérogé à nos habitudes. Nous avons invité un architecte hors région. Et l'idée, c'était d'avoir aussi une vision peut-être différente, ou d'avoir d'autres approches, ou d'avoir des témoignages un peu différents. Et on est très très content d'accueillir Frédéric Denise de l'agence Archipel Zéro, qui je trouve, avec une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est peut-être de toi, qui est écrite sur ton site internet, qui résume très bien ta démarche. C'est ne pas démolir, ne construire que si nécessaire, de façon réversible, bioclimatique, low-tech et participatif, avec des matériaux de proximité à faible impact. Je pense que ça résume à peu près tout le contenu de ce que tu vas nous présenter. Merci encore pour ta présence et la parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, effectivement, j'ai résumé cette approche par construire de moins en mieux. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole un petit peu plus longtemps que les autres, parce que je ne vais pas présenter un projet, mais plutôt une démarche, et je vais m'appuyer sur des projets des 10 dernières années, en gros. Donc voilà, les projets assez récents, je ne vais pas tous les détailler, je vais m'appuyer par la suite sur ces projets-là pour illustrer en fait cette démarche de construire moins, de construire mieux, c'est-à-dire de construire avec des matériaux locaux, une architecture bioclimatique, low-tech, réversible, et qui fait appel le plus possible à la participation. Donc on peut le résumer aussi, le premier mot du Hippocrate, vous savez, les médecins prêtent un serment qui commence par primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Et je crois que nous, architectes, on devrait avoir la même attention et évidemment ne plus démolir, ne plus construire. Et ce qui était avant, donc les 6 projets qu'on a vus étaient assez remarquables sur cette démarche d'essayer de moins construire, de densifier, de rénover, plutôt que de démolir. Donc d'où je vous parle de la ville du Havre, qui est ma ville de naissance. Je suis parti faire mes études à Strasbourg ensuite, et je suis revenu au Havre en attendant que cette belle endormie se réveille. J'ai travaillé pendant 20 ans, tout de suite à mon compte, et comme à l'époque, ça fait quand même 37 ans que j'exerce, pendant 20 ans, on va dire de façon assez normale, construire en béton, un petit peu de bois toujours quand même, j'ai toujours été un petit peu attiré par ça. Et un peu comme beaucoup de jeunes architectes, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, j'avais pas l'impression de savoir construire. Et finalement, ça empêche de voir les choses comme on devrait les voir. Et ça a mis 20 ans en fait pour que je me sente assez légitime pour construire et commencer à vouloir construire comme je voulais le faire. Donc il y a eu un tournant au début des années 2010. Ça a commencé par une entrée en politique en fait, enfin une politique de façon on va dire plus philosophique. C'était la décroissance. Voilà. Je suis rentré dans l'objection de croissance, et ce qui n'est pas évident pour un architecte, puisqu'on est quand même sur le front de la guerre que l'humain fait à la nature, sur tous les points de vue, que ce soit l'extraction, la production de déchets et toute l'énergie qu'on peut consommer dans toute la vie des bâtiments qu'on conçoit. Donc, on va dire prêcher la décroissance ou l'objection de croissance, ça paraît un peu impossible quand on est architecte. Donc l'idée, ça a été de justement rendre possible de continuer à mon métier tout en objectant la croissance. Ça s'est manifesté notamment au moment de la COP21, où il y a eu un mouvement qui s'appelait les Alternatiba. Et en tant qu'objecteur de croissance, on avait organisé Alternatiba Le Havre, qui consistait à faire un village des alternatives, dont le but était de montrer en fait toutes les alternatives concrètes qui existent déjà sur les territoires. On n'attend rien des gouvernements, ça prendra trop longtemps. Comme on nous a dit tout à l'heure, je crois que c'est 300 ans tel qu'on est parti pour arriver à être à la neutralité carbone. Je pense même qu'on n'y arrivera même pas si on ne fait confiance qu'aux gouvernements et aux États et aux COP qui se succèdent et qui font finalement pas grand-chose. Et alors qu'il y a déjà beaucoup de citoyens qui se mobilisent, beaucoup d'associations, d'ONG, etc., qui font déjà un énorme boulot sur plein de domaines. Donc l'idée des Alternatiba, c'était en fait de montrer aux citoyens sur un territoire qu'est-ce qui existait déjà, le village des alternatives. Quand ça s'est arrêté au bout d'un an, on a cherché un lieu, et à ce moment-là, il y a eu Réinventer la Seine. C'était en 2016. Juste après Réinventer Paris.
Et il y avait plusieurs dizaines de sites entre Paris et Le Havre, en passant par Rouen. Et il y avait tout en aval, presque en suivant la Seine, en arrivant à la mer, il y avait ce bâtiment qui s'appelait le hangar O, qui est un dock, un ancien dock à café. Et en fait, on s'est dit, voilà, le village des alternatives, on l'a trouvé, on va le faire là. On va pas changer la graphie, on va l'appeler le hangar zéro, pour zéro déchet, zéro carbone et zéro exclu, puisqu'il s'agit d'une démarche à la fois très radicale on va dire, dans sa recherche d'une bascule écologique, mais bien sûr, il n'y a pas d'écologie sans le social, et c'est, on va dire, on essaye de reconstruire un petit monde qui fait un pas de côté, et qui joue aussi bien sur la façon d'interagir entre nous, décider ensemble et faire ensemble. Donc c'est un laboratoire de bascule écologique au Havre qui regroupe sur 2500 mètres carrés en fait, des porteurs de projets qui sont plutôt dans le domaine de l'économie circulaire. J'ai bien sûr élu domicile dans ce bâtiment que j'ai contribué à créer, en créant Archipel Zéro, justement, reprendre le zéro également, pour accompagner ma démarche de recherche de plus de radicalité, en étant l'architecte bénévole en fait, du lieu. Et en fait, c'est ça qui a lancé on va dire, après 20 ans d'exercice disciplinaire, vers un exercice indisciplinaire qui permette justement d'expérimenter et d'aller très loin, puisque comme c'est un lieu, on va dire, d'autoconstruction participative, ça permet quand même pour l'architecte une grande liberté sans forcément prendre de risques et expérimenter plein de trucs. Donc au niveau du réemploi, comme c'est un territoire portuaire, on a bien sûr les conteneurs, une grande quantité de conteneurs. Donc l'essentiel de la ressource en fait utilisée au hangar zéro, c'est le conteneur maritime bien sûr réformé, dernier voyage ou accidenté. Et on a utilisé également énormément de terre crue, de liège pour isoler le bâtiment par l'intérieur sans problématique, on va dire, de pourrissement. Là, le taux de réemploi de cette opération, on est à 70% de matériaux de réemploi, en tout, en masse, on va dire, sur le bâtiment. Bon, ce qui est assez, on va dire, on va pas parler de record, mais on va dire c'est dans l'ADN du projet. Vous voyez la serre, par exemple, ici, qui a été réalisée avec les fenêtres de l'école d'archi de Rouen, de Darnétal. Il y en a peut-être qui ont fait leurs études là-bas, qui a fait sa rénovation thermique. Vous voyez en haut à droite sur la photo les belles fenêtres de Darnétal qu'on a utilisées pour faire la serre du hangar. Et puis vous voyez des photos, mais j'en reparlerai tout à l'heure, de différentes techniques qu'on a mis au point là-bas, et qu'une fois mis au point, j'ai pu exporter sur les autres projets d'Archipel Zéro. Le dernier projet qui est sorti, donc qui a été inauguré juste avant l'été, c'est un petit peu le résultat de 10 ans de cheminement, de recherche, de développement et d'expérimentation. Donc ça s'appelle la Maison de la Réserve écologique. C'était un concours. Avant de parler de la Maison de la Réserve écologique, il faut parler de la Réserve écologique, qui est un lieu en fait à Épinay-sur-Seine, qui fait 1,5 hectare à peu près, où la ville d'Épinay a racheté des cœurs d'îlots, des anciens jardins familiaux également, pour en faire un lieu où l'humain n'intervient pas, c'est-à-dire vraiment une réserve, la réserve écologique, où il n'y a pas de tonte, il n'y a pas de plantation, on laisse venir, et c'est les paysagistes de Coloco qui ont accompagné la conception de cette réserve écologique, tout simplement en parcourant, en sillonnant en fait ces 1,5 hectare de pontons en bois en hauteur, permettant même l'été, quand ça devient un énorme roncier, ça devient une jungle en fait impénétrable. L'humain peut toujours y aller, mais à condition de ne faire qu'observer, écouter et apprendre, et rien d'autre. Donc le concours pour ce bâtiment-là avait évidemment on va dire des ambitions très élevées, puisqu'il s'agissait de construire le moins possible et le mieux possible, donc exactement en fait notre engagement vers ce quoi on veut aller le plus possible. Globalement, je ne vais pas lire le programme. Bon, c'est un lieu, on va dire, c'est un pavillon d'entrée, et c'est un lieu en fait de pédagogie avec salle de classe, atelier. Ça reçoit des scolaires, ça reçoit des associations, ça reçoit des chercheurs également, avec une cuisine pédagogique, des espaces ressources, salles de réunion, etc. C'est pas un grand bâtiment. Il fait 610 mètres carrés
clos couvert, avec 110 mètres carrés de terrasse, par contre, parce qu'il y a des ateliers en plein air également, abrités. Voilà, bon, c'est un bâtiment, bois, terre, paille, réemploi, façon bioclimatique et low-tech. Alors, les objectifs initiaux, je disais, étaient très ambitieux. C'était notamment d'avoir l'impact le plus faible sur la réserve, de construire de façon réversible, avec que des matériaux biosourcés et géosourcés. Il n'y avait pas d'objectif réemploi au stade du concours. C'est nous qui avons amené le réemploi parce que c'est dans notre démarche en fait de considérer tous ces matériaux. Pour nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des matériaux locaux, non transformés, qu'on peut utiliser pour mettre à profit en fait pour atteindre, on va dire, des grandes performances à la fois bioclimatiques, thermiques, de réversibilité et d'ouverture également au participatif. C'était également dans les objectifs. C'était comme c'est un lieu en fait de pédagogie et la réserve attire beaucoup de monde. Bon, l'idée, c'était de faire participer les citoyens le plus possible et les futurs utilisateurs, à la fois dans la conception et à la fois dans la réalisation du bâtiment. Donc toute l'opération a été, on va dire, accompagnée avec des ateliers, des workshops de conception. Enfin, là, on a consulté également des spécialistes du nichage, puisque c'est un bâtiment en fait, de rencontre entre les humains et les non-humains. Donc l'idée, c'était aussi qu'il héberge les humains, mais qu'il héberge aussi tous les animaux qui sont revenus, qui reviennent en ville quand on décide de ne plus intervenir. Des animaux qui n'étaient plus là, enfin des hérissons, des lézards, des mésanges, des oiseaux, des chauves-souris, etc. Et en fait, ce bâtiment est fait pour leur offrir également un gîte. Dans les objectifs, il n'y avait aucun objectif chiffré, il n'y avait pas eu non plus aucun label demandé. Nous, on a amené notre volonté, c'est de faire le mieux possible, le plus possible, c'est-à-dire le moins possible dans le fait d'impacter l'environnement. Parce que c'est vrai que on va dire la barre était haute dans l'idée c'est un lieu où tout nous pousse à ne pas construire en fait. Et il fallait construire dans un endroit où tout nous pousse à pas construire. Donc c'est ça en fait qui a guidé toute la conception du projet. Là, je vous ai assommé avec des chiffres. Je vous trouvais c'est la seule diapo, mais c'était juste pour. Il n'y avait pas d'objectif, mais le but était de faire le mieux possible. Donc on est arrivé effectivement à un bâtiment où il y a 0 béton. Mais quand je dis 0, c'est vraiment 0. Il n'y a pas 1 gramme de béton. On est fondé sur pieux vissés. Donc avec une structure bois donc très légère permettant justement cette technique des pieux vissés qui au passage est très intéressante quand on veut faire un bâtiment à faible impact parce que d'abord ça a permis sa réversibilité totale, hein. On peut déconstruire le bâtiment, on peut dévisser les pieux et on restitue un terrain totalement vierge. Et en plus ça permet justement le nichage puisque ça fait un bâtiment légèrement surélevé qui permet en fait aux petits mammifères d'aller nicher avec un grillage à 2 mètres de façon à ce qu'ils n'aillent pas non plus nicher et mourir tout au fond du bâtiment, qu'on puisse plus ramener les cadavres. Donc bref, on arrive à 56% de biosourcés, là je parle en masse, 24% de réemploi, ce qui donne 180 tonnes de CO2, 48 tonnes de CO2 préservées, et quelque part dans le texte, je crois que c'est marqué 150 tonnes de CO2 émis. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui séquestre plus de CO2 qu'il n'en émet. Et en plus, il a il fait économiser 48 tonnes par rapport aux matériaux de réemploi qui ne sont pas recyclés ou qui ne sont pas traités en fin de vie, mais réemployés. Ce qui permet donc d'avoir un bilan global CO2 négatif. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui ne touche pas le sol, qui est totalement... sans impact. En gros, on peut dire, mais c'est un peu une vantardise, mais j'ai envie de le dire quand même, c'est un bâtiment, le fait de l'avoir construit, ça a réparé quelque part, ça a fait baisser le bilan CO2 de la planète, comme un arbre. Voilà, c'est un bâtiment arbre en fait. L'autre intérêt à propos des arbres, d'ailleurs, j'ai oublié, les pieux vissés, c'est qu'on peut visser des pieux très près des arbres. On peut même construire vraiment au pied des arbres. Il suffit de dégager les racines, on vise, on met le pieu, et c'est là qu'on va construire. On a même intégré un bâtiment à l'intérieur, un arbre à l'intérieur du bâtiment, puisque cette technique permet de ne pas du tout abîmer les arbres. Concernant le biosourcé, bien sûr le bois est la ressource principale. On voit en bas la technique des pieux vissés qui permet justement de pouvoir construire très, très près des arbres.
On a ici un plancher bois qui est rempli de ouate de cellulose. On a essayé d'éviter le plus possible le bois lamellé-collé. Sauf pour le plancher, en fait, il est en lamellé-collé. Pardon ? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on voulait faire de la paille dans le plancher, mais on ne peut pas. Les règles ProPaille ne nous le permettent pas. On aurait pu, mais on a fait quand même pas mal de choses qui sont en construction non courante, donc il ne faut pas en rajouter. Donc c'est pour ça qu'on était en ouate de cellulose. Par contre, tous les murs de façade sont en paille. Encore quelques chiffres au passage. Donc 210 mètres cubes de bois et dérivés. Pour un bâtiment de 600 mètres carrés, c'est pas mal. Donc ce qui fait à peu près 250 kg au mètre carré de biosourcé. Le bardage du bâtiment est en taveillon de châtaignier, parce qu'en fait, on a quand même coupé quelques arbres, on en a coupé le moins possible. On a essayé de trouver une géométrie qui permettait de sauver le plus d'arbres, mais on a coupé quelques châtaigniers. C'est ces châtaigniers en fait, qui ont donné en fait, l'idée des taveillons. Bien sûr, il n'y en avait pas assez pour couvrir tout le bâtiment, mais c'est d'autres châtaigniers d'Île-de-France qui ont servi à faire ces taveillons. Au passage, les taveillons de châtaigniers, vous savez, c'est une façon en fait de faire des tuiles de bois sans les couper. C'est fendu, et c'est pour ça que ça leur donne une très très grande longévité. Sur l'église Sainte-Catherine en Normandie, par exemple à Honfleur, c'est des taveillons qui ont plusieurs siècles, 3 ou 4 siècles. En fait, quand on fend des taveillons pour un bâtiment, on sait que logiquement, ils auront 3, 4, 5 vies. Isolé en bottes de paille à l'intérieur, donc ça a fait l'objet de chantiers participatifs pour la pose des bottes de paille en provenance de l'Oise, donc vraiment à proximité, à 30 km du bâtiment. Ensuite, cette paille est revêtue d'enduit en terre, donc c'est de la terre qui vient du Grand Paris. À l'époque, il y avait encore Cycleterre qui avait fait sa fabrique à Sevran, donc on a pu acheter les dernières briques. Après, malheureusement, ça a fermé. Bon, ça va réouvrir, hein, ça va être repris, mais on a in extremis pu acquérir les BTC, donc construire tout avec de la terre, donc de déblais du Grand Paris. Pour amener de l'inertie à l'intérieur du bâtiment, mais également faire un mur trombe. Ce que vous voyez sur la photo au milieu, là, c'est l'intérieur du mur trombe. Je ne vais pas trop avoir le temps d'expliquer ce que c'est qu'un mur trombe, mais c'est donc un procédé bioclimatique. Le bois, on l'a également très présent dans les fenêtres de réemploi. Donc on a travaillé avec deux types de fenêtres, des fenêtres simple vitrage et des fenêtres à double vitrage. Donc à gauche, vous avez la pile de fenêtres double vitrage qu'on a récupérée de chez Dior. Siège social de Dior, 8e arrondissement, qui a fait sa rénovation thermique. On a été prendre ces fenêtres, ce qui me fait dire que c'est un bâtiment low-tech, hein, mais qui s'habille chez Dior quand même. Et pour toutes les menuiseries simple vitrage, bah, c'est celles qui viennent de Rouen également. On a été un petit peu plus loin. C'est fort, non? Ah bon? C'est pas trop fort comme ça? Ok. Désolé si au fond vous n'avez pas entendu le début. Comme je me répète souvent, j'espère que les infos passeront. Donc à droite, c'est les mêmes fenêtres que la serre du hangar 0. En fait, il nous en restait. Donc je les ai utilisées pour faire des cheminées solaires. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça. C'est le fait d'utiliser les fenêtres en dispositif bioclimatique. On a eu un exemple tout à l'heure avec l'agence PADW sur le collège, où ils ont réemployé toutes les fenêtres pour faire des serres. Ça, c'est vrai que les fenêtres de réemploi, il y a vraiment moyen de faire énormément de choses avec, et surtout des dispositifs bioclimatiques qu'on ne ferait pas si on n'avait pas ces fenêtres de réemploi. Ça coûterait beaucoup trop cher de faire ça avec des fenêtres neuves. Donc éviter que ces fenêtres soient recyclées, parce que c'est le devenir des fenêtres en bois, le bois il va être brûlé, le verre il va être cassé et on va refaire du verre avec, c'est très bien, mais ça dépense encore beaucoup d'énergie et ça pollue, alors qu'on peut faire vraiment des merveilles avec les fenêtres de réemploi, notamment des serres bioclimatiques ou des serres tout simplement de maraîchage, des espaces tampons, des doubles façades, des murs trompes, des protections, et également des protections solaires. Donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu par la suite, en m'appuyant sur plusieurs projets. Donc il y a toujours la maison de la réserve écologique qu'on voit à gauche et en bas, et puis la serre du hangar 0, qui sont faites avec les mêmes fenêtres.
Les cheminées solaires, en fait, c'est une cage en verre avec du verre de réemploi. Et à l'intérieur, c'est un gros tuyau peint en noir. Donc, en fait, on utilise le tirage naturel par la hauteur, mais en plus avec le soleil, ou même pas le soleil, en fait, juste la clarté du ciel suffit en fait à chauffer l'intérieur. Et le tuyau noir, en fait, il va permettre à l'air d'aller plus vite. C'est juste un moteur. On n'utilise pas cet air pour le mettre à l'intérieur. C'est juste une tuyère sur lequel on va brancher en fait l'extraction intérieure du bâtiment pour utiliser ce flux, ce tirage qui est augmenté par le soleil, de façon à de pouvoir faire un double flux naturel avec vous voyez là ici un échangeur. C'est assez gros, hein, parce que c'est en tirage naturel, c'est pas des moteurs, donc il faut beaucoup plus de surface pour vaincre la perte de charge. Donc en fait, cette cheminée va aspirer l'air à l'intérieur, et l'air rentrant va être préchauffé par l'air sortant. L'air sortant, lui, va partir également par les cheminées, ce qui contribue encore à accélérer le flux. Et l'air rentrant, on le puise dans la double façade, de façon à ce que l'hiver, c'est un air déjà préchauffé. Il est préchauffé, en plus il est réchauffé. Bon, je ne voulais pas expliquer le truc parce que je savais que ça allait prendre très longtemps, donc je ne parlerai pas du mur trombe. Les façades vitrées, bien sûr, donc vous avez la ferme des possibles en bas qui est à Stein. Et à l'intérieur, la ferme des possibles, en fait, c'est un lieu de transformation de fruits et légumes. C'est une ferme urbaine où les gens sont en insertion et participent en fait à toute la chaîne alimentaire, de la germination à l'exploitation, au maraîchage, etc., jusqu'à l'assiette, jusqu'au service à table, transformation, etc. Donc c'est vraiment toute la chaîne, tous les métiers du bien manger. Et à l'intérieur, au rez-de-chaussée, on a donc un laboratoire culinaire assez grand, hein, qui fait en tout 600 mètres carrés, et qui est distribué par des circulations périphériques de façon à isoler les circuits sales et propres, avec une marche en avant. Et en fait, les gens qui travaillent dedans, la cuisine, elle est réfrigérée à 13 degrés toute l'année. Et puis à l'extérieur, en fait, ils sont toujours en tenue assez chaude. Donc en fait, on n'a pas besoin de chauffer ces espaces-là. On a juste besoin de les mettre à l'abri du vent et de la pluie. Donc c'est vraiment adapté pour les fermer avec des fenêtres de réemploi. Comme cet espace ici, s'il n'y avait pas les chauffages, c'est vrai qu'on a au sol un sol en enrobé, tout à fait le genre de bâtiment qu'on pourrait ne pas chauffer, et ça servirait pour des... Évidemment, pas pour travailler assis, mais pour plein d'activités. En tout cas, tout ce qui est la déambulation et les circuits logistiques de distribution, comme vous voyez à gauche, hein, c'est un des couloirs, avec un carrelage étanche, avec des siphons de sol. Donc c'est dans un environnement contrôlé au niveau de l'hygiène, c'est lavé à grande eau tous les jours. Donc en fait, ces façades en fenêtres de réemploi, je veux dire qu'elles soient légèrement fuyards à l'air et légèrement pas tout à fait étanches à l'eau, on s'en fout en fait, c'est pas le but recherché. On retrouve la même chose donc sur la maison de la réserve écologique à droite, où là on a essayé quand même d'être le plus étanche possible pour en faire une double façade pour puiser l'air, mais également qui sert de lieu de germination, une serre dans la serre en fait côté sud. Voilà le mur trombe, dont je n'expliquerai pas le fonctionnement. En tout cas, ça permet de diminuer les consommations de chauffage, et ça permet également d'avoir de la fraîcheur l'été. Mur trombe qu'on retrouve également à la ferme des possibles sur le pignon sud, avec des briques de réemploi, puisque là, ces briques avaient servi dans le cadre des camps d'été de Bellastock. C'était le village des terres, et on avait récupéré 10 000 briques pour réaliser ce mur. Les cheminées solaires, j'ai déjà expliqué, je peux passer, qu'on va retrouver sur un de nos projets qui va démarrer bientôt. C'est la surélévation du phare, qui est un lieu également d'insertion. Phare qui veut dire pôle d'hébergement d'activités à rayonnement écologique et social. Et du coup, on retrouve 4 cheminées solaires également. Alors, elles ne sont pas exposées sur toute la hauteur, elles sont exposées uniquement en partie haute, un peu moins efficace, mais qui permet quand même
d'accélérer, on va dire, le flux de ventilation naturelle. On a bien sûr, quand on fait des façades comme ça, il faut bien les protéger l'été par des dispositifs simples. Donc là, en fait, on a des caillebotis de réemploi, bien sûr, qui servent à entretenir la façade, à laver les carreaux, mais également qui servent à faire de l'ombre l'été. Et les grilles, les clôtures du site qui ont été déposées ont été reposées pour servir à la fois de grille de défense, mais également de support pour la clématite de la réserve écologique. Je parlais d'acier et j'ai envie de vous parler de réemploi de l'acier. Le bois, c'est bien sûr, ça nous rassemble tous, mais si on est suffisamment convaincant pour arriver à convertir tout le monde et que on se met tous à construire en bois, en fait, il n'y a pas assez de bois pour tout le monde. On ne remplacera pas le bois par le béton. Si on veut ne plus faire de béton, il faut trouver autre chose. Soit le bois, le béton, il faut le réemployer, mais il y a aussi toute la ressource acier on va dire, qui a construit toutes nos zones d'activité et nos zones commerciales des années 80, 90, 2000, et ça continue encore. On sait que c'est des zones qui, à terme, sont condamnées. Enfin, ce type de commerce n'existera plus. Cet urbanisme va arriver en bout de course. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? En fait, tout ça, il faut éviter de le recycler. L'acier, bien sûr, il est toujours recyclé, et le recyclage de l'acier, c'est très bien de le recycler, c'est mieux que de le laisser rouiller, mais en fait, c'est une catastrophe. C'est 80% de l'analyse de cycle de vie de l'acier neuf, c'est la fonte de l'acier et le transport. Or, le recyclage de l'acier exige un double transport, puisque on ne va pas fondre l'acier à 5 km, ça va en Pologne, ça va en Ukraine, ça allait en Ukraine. Et en fait, c'est énorme. Donc, le fait de réemployer l'acier a vraiment un impact énorme en termes de CO2. C'est différent du bois. Le bois, il séquestre l'acier. Il séquestre le CO2, pardon. L'acier, lui, il séquestre pas le CO2, mais par contre, il évite son émission si on le réemploie et si on le recycle pas. Quand on fait le calcul comparatif entre justement ce qu'un même bâtiment en bois et un même bâtiment en acier donnerait en analyse de cycle de vie, on verrait qu'un bâtiment en bois, mettons, séquestrerait 100 tonnes de CO2. Le même bâtiment en acier de réemploi, il ne va pas séquestrer, mais par contre, il va éviter 150 tonnes d'émissions de CO2. Donc je ne dis pas que l'acier, c'est mieux que le bois. Je dis qu'il faut faire les deux, à la fois séquestrer et aussi éviter l'émission de CO2. Et je trouve ça assez aussi réjouissant, finalement, de ne pas s'en tenir aux matériaux qu'on adore, bois, terre, paille, mais quelque part, ça nous limite en tant qu'architecte de ne pas utiliser tous les matériaux qui sont à notre disposition. Et en fait, ce qu'on fait, là, le bâtiment en bas à droite, par exemple, ou le bâtiment à gauche, là, qui est une base vie à Saint-Denis, est fait avec des conteneurs. Les conteneurs sont isolés en paille. Ils sont isolés en paille, après, ils sont revêtus de terre crue. Donc ça, c'est on va dire des habitudes qu'on a pris au hangar zéro, de mélanger le conteneur avec les matériaux bio et géosourcés. On a également la charpente de cette base vie à gauche, là, qui est tout en acier de réemploi. Et le bâtiment en bas à droite, ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous a montré tout à l'heure sur la communauté urbaine de l'Ernée, je crois, où on avait un bâtiment qui était en acier. C'est ça, c'est l'Ernée, Faustine, ouais. Un bâtiment en acier, parce qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur les fondations. On a exactement la même problématique sur ce bâtiment, qui en plus est une école pour enfants autistes et psychotiques, et c'est en site occupé. Donc il ne faut absolument pas créer de nuisance sonore. En plus, on ne pouvait pas justifier le poids de la surélévation sur le bâtiment existant. Donc on a choisi en fait de franchir ce bâtiment avec une structure acier en pont, mais qui ensuite va être habillé d'ossature bois et isolé en paille, avec un bardage en bois brûlé. Et on a le même projet sur la surélévation du phare, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les 3 niveaux de surélévation sont en acier de réemploi.
Donc voilà comment on a pu mélanger en fait cet acier sur ce projet, le petit projet de la base vie à Saint-Denis, qu'on appelle l'Oasis Fertile. Ça a été rendu possible en fait par une entreprise qui s'appelle General Metal Edition, GME, dont c'est en fait, c'est le boulot. Ils achètent des hangars sur pied, ils achètent au prix de la ferraille, ils les démontent et ils revendent l'acier. Mais ils sont également métallos, c'est-à-dire qu'ils assemblent la charpente pour soit ils vendent et ils posent. Voilà. Donc voilà le bâtiment pont justement à Stein, la surélevation de l'EMP Henri Wallon, qu'en est justement, bon là c'est des photos qui datent d'il y a un mois, on en est déjà maintenant à avoir posé l'ossature bois tout autour et la paille est même arrivée sur place. Donc ces conteneurs maritimes, en fait, c'est une ressource énorme. Il y a 60 millions de conteneurs dans le monde. On pourrait rentrer toute l'humanité dans tous les conteneurs, en fait, en les tassant un peu, ça marcherait. Et en fait, c'est des boîtes quand même qui sont faites pour être superposées, qui peuvent porter 30 tonnes chacun. On peut en empiler 8, c'est-à-dire que le dernier, il peut porter 240 tonnes. Bon, ça, le bureau de contrôle, il ne veut pas le savoir, parce que ce n'est pas de l'acier européen, c'est de l'acier américain, et c'est assemblé en Chine. Donc, en fait, les eurocodes ne s'appliquent pas. Dans l'acier de réemploi, il faut utiliser un acier européen, datant d'après les années 60, enfin, à peu près 75. Ça s'est fait en plusieurs normes. Dès lors qu'on peut prouver que cet acier avec les DOE ou la date de construction du bâtiment est de l'acier européen, il n'y a aucune restriction à l'usage de l'acier de réemploi. Contrairement au bois où c'est un peu compliqué, il faut quand même recaractériser, il faut tester les pièces, etc. L'acier, il n'y a pas besoin. Un examen visuel suffit pour montrer que ce poteau-là, par exemple, il n'a pas réduit d'épaisseur, il n'est pas rouillé. On peut le réemployer sans rien prouver. C'est un HEB de, je sais pas, de 320. Bon, ben voilà, on utilise des abacs, des HEB de 320 comme s'il était neuf. C'est un des avantages de ça. Donc les conteneurs, évidemment, c'est pas la même chose. On ne peut pas justifier leur portance, donc on ne peut pas les empiler. On les empile au hangar zéro, mais c'est parce que c'est moi qui dis qu'on peut les empiler. Là, je prends mes responsabilités. Je ne pense pas que je prenne beaucoup de risques à empiler 3 conteneurs. Ça va tenir, c'est sûr, puisque les conteneurs sont quand même faits pour tenir la tempête, chargés sur 8 étages. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ça tiendra. Le fait que le hangar 0 soit un établissement de 5e catégorie sans locaux à sommeil avec plancher à moins de 8 mètres, en fait, on a très peu de réglementation qui s'appliquent et ça permet d'avoir assez de liberté. Ces contraintes qu'on a avec les conteneurs, on ne l'a pas avec les modulaires, les bâtiments modulaires qui servent pour les installations de chantier. On a eu à s'occuper de ça sur le Havre Seine Métropole, qui nous a demandé de réaliser 4 recycleries avec un bâtiment qui leur appartenait, qui était un bâtiment modulaire, avec 72 modulaires, dans lequel en fait, tout est bon à être démonté et remonté, puisque toutes les cloisons sont escamotables, le carrelage il est clipsé, les cabines de sanitaires elles sont totalement réversibles. Donc on a participé avec l'association que j'avais créée qui s'appelle PERMAC, qui veut dire Plateforme d'échange et d'emploi de matériaux de construction, au Havre, pour avoir cet outil, parce que ça manquait au Havre. Donc ça a été un peu le projet pilote de PERMAC. On a pu justement faire un diagnostic ressources complet de ce bâtiment, et on a quasiment tout réemployé. Donc là, vous voyez les modulaires sur 4 sites différents qui ont été assemblés pour faire des recycleries. Et donc c'est très rapide. Là, c'est monté sur des fondations béton, malheureusement. J'avais prescrit au départ les pieux vissés, mais la communauté urbaine n'a pas suivi. Pour ensuite habiller ces modulaires, juste pour qu'on ne voit plus que c'est des modulaires. Donc je reconnais que ce n'est pas une architecture un petit peu... c'est plus du design que de l'architecture. Il s'agissait là de simplement montrer à travers les surfaçades qu'on a créées, montrer un peu les ressources qu'on peut trouver dans les déchetteries. Donc une des recycleries a été habillée, je dis habillée parce que ce n'est pas un bardage,
Une palette, c'est pas du bois classe 3, 2, c'est du bois non classé, c'est pas du bois du bâtiment, c'est du bois de logistique. Le fait de le brûler, ça lui permettait de unifier, on va dire, l'aspect des palettes qui étaient d'âges différents, mais c'est des palettes qu'on a ramassées, enfin qu'on a sourcées sur la recyclerie elle-même, enfin pas la recyclerie, mais le centre de tri, voilà, mélangé avec des hublots de machines à laver, sachant que ces recycleries en fait sont faites pour quand les particuliers vont à la déchetterie et qu'ils ont des objets plus ou moins en bon état, que ce soit de l'électroménager, de l'informatique, des chaussures, des vêtements ou des jouets, qu'ils puissent les déposer là pour que les associations puissent les récupérer, les reconditionner et les revendre. Voilà, dont des machines à laver, dont on a récupéré les hublots pour venir s'amuser avec ça. On avait une autre recyclerie qui était dans un centre de tri où tout était fait avec des gabions. Donc on s'est dit, voilà, on va contextuel. On a récupéré des grilles de clôture d'un lycée au Havre qui avait été déposées pour ensuite les remplir avec des ressources prises dans les bennes elles-mêmes de la déchetterie. Et on s'est amusé un petit peu avec ces déchets inertes, bien sûr le béton concassé, la tuile, l'ardoise, mais également, vous voyez les rayures blanches, c'est des appareils sanitaires qu'on a cassés. En chantier participatif, on a fait un truc un peu jubilatoire de casser des vieux toilettes et des vieux lavabos pour faire un gabion design. Voilà. Et une autre recyclerie à Saint-Romain, qui est un petit peu plus à la campagne, où le maire tenait à ce qu'on lui fasse du vernaculaire, c'est-à-dire une évocation d'une architecture normande. On en est un petit peu loin. Mais bon, on a réutilisé du bois qu'on a brûlé pour le noircir, et utiliser des briques de réemploi également. Mais tout ça, encore une fois, ça n'est pas vraiment de la façade, c'est un peu du design pour tout simplement ne pas voir les affreux modulaires qui sont derrière. En tout cas, on est arrivé à un coût de construction imbattable, hyper low-tech et low-cost. On va, maintenant qu'on a quelques, on va dire, compétences dans l'isolation des modulaires et des conteneurs en bottes de paille, on continue un petit peu sur d'autres projets. Et là, c'est le projet de la ferme des possibles numéro 2. Voilà, ils ont bien aimé la 1. Donc, à 500 mètres de là, le même client, la coopérative Nova Edia, nous a commandé un bâtiment qui est réalisé avec les modulaires de l'école d'archi de Paris-Malaquais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait leurs études à Paris-Malaquais. Donc, il y avait pendant, je crois, 30 ans des travaux à l'intérieur de ce palais, qui est l'école de Paris-Malaquais, avec toute une partie de l'école qui était abritée dans des modulaires, des très beaux modulaires, comme ça, vitrés, qu'on a pu récupérer, et avec lequel on va construire donc la ferme des possibles numéro 2, avec des conteneurs, donc des modulaires isolés en paille, revêtus ensuite de différentes ressources, et une couverture qui va être réalisée en tuiles de pales éoliennes. Donc là, c'est les grandes pales qu'on doit normalement tous les 30 ans remplacer. Donc tous les 30 ans, ça veut dire que là, on est en train de remplacer celles de la fin des années 90, et petit à petit, on va devoir remplacer des éoliennes qui sont de plus en plus grandes, qui sont énormes. Or, il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme des coques de bateau ou des planches à voile, c'est un mélange de bois, de résine, de mat de verre, on ne peut rien séparer. Ça brûle, mais il faut le couper en petits morceaux. Donc en fait, ça coûte trop cher. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils enterrent ils enterrent les pales au pied dans les champs d'éoliennes. C'est des cimetières devenir des cimetières de pales. Or, on peut faire beaucoup de choses avec ce matériau qui est quand même hyper solide, qui résiste, qui est quasiment éternel en fait à la pluie, qui est très solide. Et pourquoi pas des tuiles. Donc ça, il s'agit de prendre les parties les plus plates, de les couper. Donc c'est un truc un peu expérimental, évidemment, parce qu'on ne va pas faire d'ATEX pour ça. Mais l'idée, c'est de couvrir un espace qui n'est pas clos. Voilà, c'est une halle. Ça sera étanche. Mais au pire, si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Un petit focus aussi sur les terres de déblai. Donc, je parle des terres des sites sur lesquels on construit nous-mêmes. Je ne parle pas des terres de déblai qu'on va chercher ailleurs, pour justement le sens que ça peut avoir d'utiliser les terres du terrain lui-même, surtout quand il s'agit de bâtiments comme là, c'est la ferme des possibles, ou c'est la terre nourricière. Et le but, c'était de la mettre à l'honneur. Et là, on a réalisé un pisé avec
avec cette terre. Bon, la terre, que ce soit la terre parisienne, bretonne ou normande, elle n'est pas vraiment apte à faire du pisé parce qu'elle est très peu sableuse. Donc là, on a utilisé du béton concassé, moitié terre, moitié béton concassé. Comme ça, on retrouve les granulats nécessaires pour faire du pisé. Et bien sûr, des enduits terre qui sont là toujours un grand moment de participatif parce que c'est facile à faire, c'est sans risque, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, décennal ou quoi. Donc c'est toujours un grand plaisir de finir sur ces... Donc là, vous voyez, c'est sur la ferme des possibles, et là, c'est au hangar 0, où on essaye de varier les plaisirs en utilisant différentes terres, on rajoute plein de trucs dedans, de la paille, du carton, voilà, des cheveux également, pour fibrer la terre très fine. Le réusage, alors pour ceux qui connaissent le réemploi, c'est le fait de réutiliser un composant dans le même usage. Il n'y a pas de mot en fait pour définir le fait de changer son usage. On est obligé de faire une phrase et puis on rentre plus dans le cadre du réemploi en fait. On n'est plus dans la loi AGEC voilà, qui favorise le réemploi. C'est autre chose, mais c'est un petit truc en plus. C'est-à-dire que ça permet de... Pardon ? Non, réutilisation, c'est un autre sens. Réutilisation, c'est ce qui est un déchet. Si on le remplace, c'est la réutilisation. Quand on veut donner une deuxième vie à un composant qui n'est pas un déchet, c'est pas de la réutilisation, c'est pas du... Alors, il y a un mot, il y a le surcyclage. Voilà. Ou upcycling en anglais. Par exemple, donc ici sur la résidence étudiante à Saint-Cloud, qui est un bâtiment patrimonial, toutes les fenêtres qui avaient 300 ans, qu'elles aient 50 ans ou 300 ans, c'est le même sort. Hein. Des belles fenêtres en chêne, le chêne il va être brûlé, le verre il va être cassé, il va être recyclé. C'est un peu écœurant pour quelque chose d'aussi patrimonial. Donc en fait, on a gardé toutes les fenêtres et on en a fait les portes de placard des chambres d'étudiants et les parties cintrées, on les a utilisées pour faire des luminaires. Et bien sûr, on a réemployé également toutes les mangeoires et les box d'écuries, puisque c'était des anciennes écuries du roi, pour faire les porte-bagages des salles d'études ou compartimenter ces espaces publics. Au hangar 0, on a notamment utilisé les luminaires du grand stade Océane qui avait 4 ans, qui allaient être mis à la benne parce qu'on accueillait les championnats du monde féminins. Et du coup, il fallait être conforme à une règle, une charte HQE. Donc, il fallait que ça soit du LED. Donc, ils mettaient tout à la poubelle pour remplacer par des LED. Bon, on a tout récupéré, on a fait le relamping nous-mêmes et tout le hangar est éclairé avec ces luminaires qu'on utilise également pour faire un réusage ou un surcyclage. Les pieds d'éléphant sous les tables. Alors bien sûr, quand on change d'usage, le fait de prendre une fenêtre pour en faire une façade vitrée, c'est aussi un changement d'usage. Il faut faire du prototypage, il va falloir montrer que ça marche, étudier le chemin de l'eau, enfin revoir les assemblages, etc. Les prototypages par le gabion, par exemple, c'est pareil, hein, on avait pris une cage, le morceau de la clôture qu'on voit sur la petite photo du milieu, pour essayer de trouver le bon contraste et les bonnes ressources. Tout ça, c'est pour montrer l'importance dans cette démarche de faire. On est amené pendant les études à faire nous-mêmes, à faire avec des entreprises ou des entreprises d'insertion, de façon à ce qu'au moment de l'appel d'offres, les entreprises qui veulent soumissionner ont bien sûr un CCTP, mais ont également des maquettes ou des prototypes à venir voir. Et ils viennent voir également un hall avec des matériaux de réemploi pour qu'ils puissent voir s'ils acceptent de poser ces matériaux. Là, c'était une expérimentation de bardage fait avec du bois de palette également, démantelé, et aussi du parquet. On a utilisé également les dalles de faux plafond. Donc les dalles de faux plafond, les 600 en laine de roche comprimée qu'on n'aime pas, mais qu'on est obligé de mettre partout parce que s'il y a de moins cher pour avoir un plafond qui soit en plus acoustique, ce qui fait qu'on en a tout le temps et on ne sait pas quoi en faire. C'est théoriquement recyclable, mais c'est pas recyclé. Donc ça brûle pas. Donc ça finit enterré. C'est comme les pales d'éoliennes. Donc tout ce qui finit enterré, nous on aime bien parce qu'on ne veut pas et on essaye de faire quelque chose. Donc là, on a essayé de faire des espèces comme des carreaux de plâtre
pour faire des cloisons à partir de ces dalles de faux plafond. Bon, ça n'a pas marché, c'était trop long. Par contre, on les utilise en sous-couche de plancher flottant. Au hangar 0, entre les conteneurs, on a des planchers bois qu'on réalise avec des solives de réemploi. Et après, on met un OSB, 2 couches de dalles de faux plafond, et ensuite de nouveau un OSB pour avoir un plancher flottant et qui permet d'avoir un petit peu d'isolation phonique. Autre application des dalles de faux plafond, c'est en remplissage de cloisons. Donc on a mis au point une cloison au hangar 0 que maintenant je fais dans quasiment tous mes projets. Ça remplace le placo. C'est de la cloison en ossature bois de réemploi, remplie de dalles de faux plafond. Et ensuite, là ça c'est possible au Havre parce que c'est un grand port d'importation de café vert. On a tous les sacs en toile de jute quand ça vient d'Afrique ou en sisal quand ça vient d'Amérique du Sud qu'on peut utiliser. Et nous, on les utilise pour les tremper dans la barbotine pour ensuite venir recouvrir cet assemblage un peu hétéroclite qui est impossible à enduire en terre si on ne met pas une fibre comme ça qui permette d'avoir une cohésion pour ensuite pouvoir faire une cloison qui soit solide, qui soit avec 2 cm de terre des 2 côtés, qui apporte tout le confort lié à la terre crue. Alors on l'a agrafé au début, mais quand à la 20e agrafeuse qui était niquée, on a dit non. On a réduit la taille des laits, on les coupe en petites sections. C'est trempé dans la barbotine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sable, il n'y a pas de rajout, donc ça colle. On peut enduire les vitrages là avec ça, ça marche. En fait, on peut enduire n'importe quoi. J'ai enduit un conteneur d'une surface métallique avec ces techniques. Autre prototypage donc, qui va servir sur les projets, c'est un tissage de lames de volet roulant. Alors c'est pareil, les lames de volet roulant, il y en a une pléthore, parce que quand on fait les rénovations thermiques, c'est des blocs entiers. Alors les lames en PVC, c'est pas grave, ça va être recyclé, puis c'est un recyclage assez local. Enfin bref, le PVC, c'est comme ça. Il faut faire avec ce qu'on a. Par contre, les lames de volet roulant en lames d'aluminium extrudées avec mousse polyuréthane à l'intérieur, ça c'est pareil, c'est un truc, on peut pas le recycler. Enfin, on peut le recycler, mais c'est trop compliqué, donc c'est pas recyclé, c'est enterré. Par contre, c'est génial pour faire des débardages en tissant ces lames de volet roulant. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le placer sur un projet parce que à chaque fois, le client ou le maire en disant non, là ça va faire un peu taudis, ça va faire pauvre. Et maintenant, j'ai réussi à le placer dans les derniers projets parce que je ne dis plus que c'est du tissage de lames de volet roulant, je dis que c'est du tissage de lames d'aluminium thermolaquées. Et là, ça passe. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on en vient à l'idée, justement, je vais terminer avec ça, c'est comment convaincre quand on fait des trucs un peu bizarres, ou des trucs un peu, on va dire, assez... en construction non courante, en tout cas, ou tout simplement parfois placer de la paille, du chaume à un client qui forcément n'en veut pas. J'ai pris l'exemple d'une crèche que j'ai fait à la campagne, où on avait un bâtiment qui était une chaumière des années 70, c'était bizarre, un bâtiment en parpaing, mais il avait un toit de chaume, donc il était tout pourri, tout vermoulu et tout ça. Dans le concours, j'ai dit, on va le restaurer, on va refaire un toit de chaume. Et puis il y a une extension à faire. J'ai dit, il faut évidemment le faire en chaume pour que ça soit raccord. Et puis pourquoi pas en faire un bâtiment végétal, complètement végétal, une crèche végétale, en mettant la paille. Donc c'est pas en utilisant des arguments écologiques qui malheureusement on voit que c'est plus forcément forcément très bien vu. On est un peu pourchassé, on va dire. Dans le monde qui vient, ça devient même un peu flippant. Donc pas forcément parler d'écologie, parce que ça peut parfois être clivant et même contre-productif. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, parce qu'en fait, tous les matériaux qu'on aime bien, bois terre paille, et puis les matériaux de réemploi qu'on peut utiliser de façon, on va dire, pour les magnifier leur performance, en fait, il faut s'appuyer là-dessus, sur leur performance, leur esthétique, le confort que ça peut apporter.
C'est une démarche low-tech, bien sûr, donc elle est porteuse de sens, avec une économie locale. N'importe quel élu, qu'il soit de droite ou de gauche, on lui parle de l'économie locale, ça fait mouche à chaque fois. Enfin, c'est vraiment le truc. Tout ce qui apporte quelque chose qui ne soit pas délocalisable et qui fasse marcher, on va dire, une économie sociale et solidaire, même de droite, ça passe très bien. Un financier, on va lui parler de coût global, de réduction de l'entretien, de retour sur investissement, on sait tout ça. Réduction des nuisances en cours de chantier. Ça, c'est une façon aussi que j'ai pu placer un bâtiment tout en bois dans un quartier où il y avait des maisons de retraite. Bon, en fait, le client, c'était un client béton, mais on a construit tout en CLT avec l'argument de dire que ça fera moins de bruit. Ça fera moins de bruit dans l'environnement. Le sens, l'image, et voilà, et s'appuyer sur le programme. Souvent, il y a des entrées pour justement amener des matériaux, amener des pratiques, amener du participatif qui amène justement les utilisateurs adoptent plus facilement un bâtiment quand ils y ont participé. Et créer le récit également pour emmener tout le monde. Les entreprises, l'idée, c'est pas de travailler qu'avec des entreprises qui font que ça, qui ont l'habitude. Le réemploi, si on veut en faire, on est amené à travailler avec des entreprises qui n'ont jamais fait ça. Donc il faut les rassurer. Et puis pour les rassurer, il faut leur donner envie. Et pour leur donner envie, il faut les emmener en fait dans un récit. Enfin, vous connaissez ça pour donner envie à tout le monde, que ce soit le client, toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises. Le contrôle technique, donc là il y a un truc un peu particulier, bien sûr le choisir, comme ça a été dit tout à l'heure, demander à la maîtrise d'ouvrage, enfin si possible être là avant le bureau de contrôle de façon à pouvoir le choisir. Et il ne s'agit pas de choisir une marque, à PAF, Socotec, il s'agit de choisir la personne, quelqu'un qui a connu pour avoir, on va dire, une certaine connaissance de ces pratiques, pour en faire un partenaire. Et déterminer avec lui les essais qui seront à faire. Je ne parle pas d'ATEX, je parle pas de... On peut faire plein de choses sans ATEX. On peut s'appuyer simplement sur des essais de laboratoire, en fait. Laboratoire agréé. Et là où on construit, il y a toujours des écoles qui ne sont pas loin, des écoles d'ingénieurs, des IUT, qui ont des machines qui sont capables de faire ces tests-là. Donc ces tests-là, ils ne sont pas valables, ils ne sont pas opposables. Mais par contre, ça permet de déterminer les tests à faire pour être sûr que c'est bon, être sûr que ça passe. Mon enduit terre sur du liège, par exemple, on peut faire les essais au feu, on peut faire les essais de perspirance, voir comment... il y a plein d'essais à faire. On n'est pas sûr qu'ils vont être bons en laboratoire, mais on peut les faire déjà dans le cadre de TP par les universités, par les laboratoires des écoles, pour ensuite voir les bons tests à faire auprès des laboratoires agréés. Alors les autres leviers, après on va dire avoir convaincu, on s'appuie, nous chez Archipel Zéro, on fait toujours un diagnostic ressources territoriales, c'est-à-dire pour aller assez loin, on va diagnostiquer ce qui est disponible dans un environnement assez proche. Bon, tout ce qui est bio, géosourcé, ok, là il n'y a pas de problème. Mais par contre les matériaux de réemploi, il faut un petit peu anticiper. Donc quand je dis c'est territorial, mais c'est aussi temporel. Savoir à quel moment, quel type de ressources sera disponible. Et au-delà des matériaux de réemploi, il y a aussi également tous les coproduits ou les déchets industriels qu'on peut avoir, enfin je sais pas, dans des sites comme... je sais qu'à Nantes, par exemple, il y a une entreprise qui est spécialisée dans le reconditionnement des modulaires, justement. Donc il faut en profiter. C'est pas que la ressource des matériaux, c'est aussi les compétences qui sont présentes sur un territoire, à travers des entreprises, à travers des bureaux d'études, à travers on va dire des écosystèmes préexistants. Agir sur le programme, donc ça c'est d'étendre le cadre réglementaire, j'en ai parlé tout à l'heure sur le hangar 0, on s'est mis à 7,96 m, le dernier plancher, voilà, jamais dépassé 8 mètres, enfin si possible, essayer d'agir sur le programme pour, s'il y a des locaux à sommeil, essayer de les dissocier, saucissonner le programme en plusieurs ERP par exemple, de façon à toujours être sous les seuils, essayer de rester en 5e catégorie, donc pas plus de 200 personnes, du public, puisque les salariés ne comptent pas quand c'est des locaux du travail. Et le top du top, c'est d'être en code du travail, moins de 8 mètres, pas de locaux à sommeil, on fait un peu ce qu'on veut là. Tous les matériaux, les articles AM8 n'existent pas. Il n'y a pas réaction au feu et tout ça. En fait, c'est comme ça qu'on peut arriver à utiliser des matériaux de réemploi improbables, quoi.
donc le saucissonner. Voilà. Et puis la réglementation thermique, pour la contourner, c'est de ne pas chauffer les bâtiments, ou en tout cas identifier dans un programme qu'est-ce qui peut ne pas être chauffé. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent ne pas être chauffés. Les circulaires, je crois qu'on en sait quelque chose sur je crois le bâtiment de la Caton Vassal, avec des espaces tampons qui ne sont pas chauffés. Bon, ça, c'est quand même intéressant de pouvoir, une grande partie du bâtiment, pouvoir le faire avec des fenêtres de réemploi. Et pour finir, en jeu de mots, un autre truc pour arriver à ces fins. Je vous ai parlé tout à l'heure de luminaire. Si vous dites j'ai fait un luminaire avec des fenêtres de réemploi, le bureau de contrôle il va vous demander le classement NF, enfin CE. Hein. Bon, on ne sera pas capable de le donner. Donc c'est pas un luminaire. Derrière, il y a un luminaire. Ça, c'est un cache luminaire. C'est quelque chose qu'on vient rajouter avec trois chevilles. Si on veut changer l'ampoule, on peut y accéder facilement par au-dessus ou on enlève les trucs. Voilà, c'est de la déco. Le but, c'est que le bureau de contrôle, ils disent hors mission. C'est HM. Il n'a pas d'avis à donner là-dessus. C'est comme mes façades en palette en bois brûlé. C'est pas du bardage bois. C'est une surfaçade. C'est quelque chose qui ne participe pas au clos couvert. Voilà, le bureau de contrôle, il me disait 30 cm. Tu te mets à 30 cm, le truc, il est autonome, il ne participe pas au clos couvert. On peut changer facilement une palette si elle est endommagée, etc. Donc, il n'y a pas la notion de risque, elle est assez cadrée. Je lui dis 30 cm, ok, et 15, ça va. 14, c'est bon. 12, enfin, c'est ridicule. Il n'y a pas de... Donc en fait, on arrive toujours assez fin comme ça en négociant, en essayant toujours d'aller plus loin. Et puis l'autre truc, c'est la couverture en pale éolienne. Bon, là, c'est pas la peine d'essayer d'avoir un ATEX là-dessus, ou même des avis de laboratoire. Là, ça va coûter vraiment, c'est largement au-dessus des moyens. Bon, c'est pas une couverture, c'est une ombrière, c'est-à-dire qu'elle est pas... On s'en fout qu'elle soit pas étanche, puisqu'en dessous, c'est juste une halle qui sert de temps en temps, de marché couvert, mais en fait, elle sera étanche. Mais c'est juste pour pas être obligé, enfin, c'est pour arriver à faire ça. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, il faut contourner, il faut jouer avec les mots. C'est pas de la triche, hein, c'est juste des jeux de mots. Merci.